Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler d'optimisation topologique, mais surtout voilà, de fabrication additive, et notamment de son application à l'échelle microtechnique. Donc ici, je parle de l'échelle de quelques millimètres, voire de dizaines de millimètres. Donc c'est un projet qui a été réalisé, un projet InnoSuisse. Pour ceux qui ne connaissent pas, InnoSuisse, c'est une agence en Suisse qui est là pour promouvoir l'innovation en Suisse et qui a donc sélectionné ce projet parmi d'autres, qui a donc subventionné en partie. Donc qu'est-ce qui est innovant dans ce projet? Alors déjà, c'est parce que ça parle de fabrication additive. La fabrication additive, c'est un moyen de fabrication moderne où il y a encore beaucoup de développement. Et deuxièmement, c'est aussi et surtout son application à une échelle inhabituelle, ici l'échelle microtechnique, ce que je viens de te dire. Voilà. Donc pour présenter le projet, je pense que le plus simple, c'est de montrer un petit peu la colonne vertébrale du projet, pour faire écho à la présentation précédente, avec 4 entreprises différentes qui ont contribué à ce projet-là, qui ont chacune leur domaine de compétences, qui sont chacune connues et reconnues pour ce domaine de compétences-là, et qui ont permis au projet d'aboutir. Je vais commencer tout d'abord avec Inspire, qui est un partenaire stratégique de l'école Polytechnique fédérale de Zurich, qui est spécialisée dans le domaine de la fabrication et qui est particulièrement compétente notamment dans la fabrication additive. Et c'est chez Inspire que travaille notamment Alexandre Staub, qui a ici réalisé la présentation, et qui a essayé, dans le cadre de ce projet, de regarder si c'était possible ou non, et dans quelles conditions, d'obtenir des pièces à l'échelle microtechnique en fabrication additive. Donc ça va être un premier point important de la présentation. Deuxième point important, et ça je vais le présenter à travers ici HE Arc Ingénierie, qui est donc le pôle ingénierie de la Haute École Arc, avec notamment David Weber, qui a réalisé des travaux en optimisation topologique sur ce sujet-là. L'idée, c'est que c'est bien de fabriquer autrement, avec la fabrication additive, mais il faut aussi savoir concevoir autrement pour pouvoir bien bénéficier pleinement des options que permettent ces nouvelles technologies. Donc on va voir un petit peu sur comment est-ce qu'on a pu concevoir autrement. Voilà, c'est le logiciel ANSYS qui a été utilisé dans ce travail-là, et il a été guidé, encadré par CADFEM et notamment par mon collègue Manfred Maurer sur l'utilisation des outils ANSYS. Et dernier point, eh bien l'horloger pour lequel ce travail a été réalisé, un horloger qui est ici autre qui n'est pas qui est Audemars Piguet, et qui a voulu du coup stimuler aussi l'innovation, voir un petit peu ce que pouvait faire la fabrication additive pour le domaine horloger. Donc l'idée, c'est de ce qui va être présenté ici, ça se base sur un pont balancier. Il y a eu d'autres études qui ont été réalisées qui, pour des questions de confidentialité, ne seront pas présentées ici. Donc les deux points principaux de la présentation, le premier, c'est est-ce qu'on peut fabriquer autrement avec de la fabrication additive pour l'horlogerie? Et le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on peut concevoir autrement et qu'est-ce que peut faire la simulation pour la fabrication additive? Donc je commence avec le premier point, donc la partie fabrication qui a été menée par Alexandre Staub. Donc il a débuté avec déjà des données d'entrée. On lui demandait de fabriquer avec ici un alliage de titane. C'est un alliage qui est relativement standard pour ce cas d'application, qui était aussi une demande d'Audemars Piguet. J'ai oublié de nommer que chez Audemars Piguet, c'était Sandra Guadalupe qui a géré le projet. Comme ça, j'ai nommé tout le monde. Voilà. Et dans les données d'entrée, donc il y a l'épaisseur des couches. Donc on est sur des pièces de petite dimension. Et la fabrication additive, comme le nom l'indique, on va rajouter couche sur couche pour arriver à un matériau final. Et comme on est sur des petites dimensions, il va falloir utiliser des petites couches, ici de l'ordre de la vingtaine de micromètres, pour éviter d'avoir un aspect d'escalier qui serait non esthétique. La deuxième chose, c'est au niveau du laser qui a été utilisé. Eh bien, c'est tout simplement le laser de plus petite dimension disponible sur la machine, à savoir ici un petit peu moins de 60 micromètres en termes de diamètre. Et le travail est effectué comme ce qu'on fait de manière standard pour des études macroscopiques sous atmosphère protectrice avec ici le gaz argon. Voilà pour les inputs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a fonctionné ou non? Qu'est-ce qui a été réalisé là-dessus? Eh bien, voilà, une fois qu'on a les domaines, ces entrées-là, on achète la poudre, la plus petite qu'on trouve sur le marché, et puis on essaie de voir ce qu'on obtient. De manière standard, ce qui est réalisé, c'est d'essayer de comprendre un petit peu les puissances nécessaires pour réaliser
une matière de bonne qualité. Ces puissances, elles ont été testées, 60, 80, 100 watts, et elles ont été testées sur plusieurs bancs d'essai, sur plusieurs pièces. Et c'est ce qui est représenté ici. Ce que vous voyez sur la droite, c'est ce qui s'appelle ici Material Density. Pour la petite histoire, c'est qu'on essaie d'avoir une masse volumique finale qui correspond à celle de l'alliage utilisé. Et l'idée, c'est que si on a une fabrication qui n'est pas de bonne qualité, on va avoir des sortes de cavités, des poches de gaz qui vont se créer lors de la fabrication, ce qui va nous faire baisser ici notre pourcentage de 100% vers une valeur inférieure. Donc l'idée, c'est d'être le plus proche possible de 100%. Eh bien, mauvaise nouvelle, lorsque le test a été effectué, première chose qu'on peut voir ici, on a des pourcentages qui sont relativement faibles, comme ici le 95, le 25%, qui sont des qualités pas extraordinaires. Et la deuxième chose qui était particulièrement gênante, c'est qu'il y avait des problèmes de reproductibilité. C'est-à-dire que quand on testait une certaine puissance sur un échantillon, en utilisant la même puissance mais sur un autre échantillon qui se veut être similaire, on obtenait des courbes qui étaient différentes. Donc ça commençait mal, mais c'est pas grave, il fallait commencer à réfléchir un petit peu aux raisons et à essayer de résoudre les problèmes. Et là, c'est ce qui a été fait donc par Alexandre Staub. Donc il a regardé la poudre qui était obtenue et voici la distribution de la taille de poudre. Donc on est sur des poudres dont les particules ont une taille, on va dire, de valeur médiane autour de 35 micromètres. Et comme je l'ai évoqué précédemment, on essaie d'avoir des couches de 20 micromètres. Donc déjà, vous vous rendez compte que en termes de dimension et de taille, on est peut-être sur des valeurs un petit peu trop élevées au niveau de la poudre, mais c'était ce qui était disponible sur le marché. Alors pour essayer de résoudre ce problème-là, on est passé par une phase de tamisage. Donc un tamisage, c'est comme un tamis pardon, à échelle macroscopique. On irait dans la rivière, on met du sable dessus, on secoue, puis on regarde ce qu'on trouve, de l'or, autre chose. À part qu'ici, ça se passe à échelle microscopique, donc on ne va pas secouer à la main, on va secouer avec des ultrasons. Et le tamis a des mailles qui sont extrêmement fines, puisqu'on va parler de l'ordre de la trentaine de micromètres sur la taille des mailles. Et c'est comme ça qu'on peut passer de cette courbe bleue qui était reçue, la poudre standard, sur une poudre avec des particules beaucoup plus fines, puisqu'on aura conservé que les particules les plus fines, donc aux alentours de la vingtaine, 25 micromètres ici présents. Et en faisant ça, en utilisant cette poudre plus fine, eh bien, bonne nouvelle, ces problématiques de reproductibilité euh, qui étaient constatées précédemment, eh bien, ne sont plus là. Et en complément, on se retrouve sur des masses volumiques qui sont de meilleure qualité, puisqu'on s'est les rapprocher drastiquement des 100% recherchés. Donc à partir de ça, Alexandre a pu définir une puissance idéale pour son travail. Et puis, il n'y avait plus qu'à. Il fallait juste maintenant utiliser ces puissances-là et cette poudre tamisée pour fabriquer des pièces. Il a fabriqué des pièces de petites dimensions, c'est celle que vous pouvez voir ici. Celle présentée ici en bout de flèche à une épaisseur de 0,12 mm. Donc on est vraiment sur des choses de très petites dimensions. Et il a essayé aussi d'aller sur des pièces relativement complexes en termes de forme, avec notamment cet effet ici de vaguelette qui n'était pas évident, on ne savait pas si ça allait fonctionner ou pas. Et puis effectivement, il n'y a pas eu de souci dessus. Donc pour répondre à la première question, est-ce qu'on peut faire de la fabrication additive à l'échelle microtechnique? Eh bien la réponse ici, c'est oui, on peut. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant qu'on peut, c'est très bien, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut aussi regarder deux autres aspects qui sont importants. Le premier aspect, c'est l'aspect de la qualité, et le deuxième aspect, c'est l'aspect de la quantité. Alors, je vais vous montrer ça dans la slide suivante. Je vais commencer par la quantité, en fait. Donc, en termes de quantité, est-ce qu'on peut créer des pièces dans des grandes séries? Il y a des tests qui ont été effectués, et puis ici, il y a une photo qui résume bien la situation. L'idée, c'était de remplir la plaque entière de ces sortes de petites maisons avec des structures fines, des trous de petites dimensions aussi. Et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs pièces qui ont pu être produites en série, donc c'est très bien, quelques dizaines. Mais néanmoins, vous allez me dire, il n'y a pas tout qui a été réalisé. Effectivement, la plaque n'est pas remplie. Pour une raison simple, ici, ce n'est pas un problème de laser, c'était surtout un problème de déposition de poudre. Il faut d'abord déposer la poudre, il existe plusieurs méthodes pour déposer ces poudres-là. La méthode qui a été retenue, c'est une méthode à partir d'une brosse en fait, qui va venir balayer la poudre sur la plaque. Et bien en fait, quand on travaille sur une échelle comme ça, à l'échelle microtechnique, eh bien les petits brins de la brosse, il faut se rendre compte que par rapport à la poudre utilisée, ils sont relativement
grand. Et donc, on augmente la chance d'avoir un petit brin comme ça qui va pousser de la poudre un petit peu sur le côté, qui va comme ça générer un petit problème, qui va ensuite, par effet boule de neige, poser d'autres problèmes lors de la déposition de la poudre. Et c'est pour ça que la série, en termes de fabrication, a été limitée au nombre d'échantillons que vous voyez là. Il y a eu d'autres essais qui ont été effectués, c'est pas le seul, celui que vous voyez ici, qui ont pu être plus productifs ou moins productifs, mais ça reste voilà, un aspect un petit peu limitant. Si on veut être robuste, il faut aussi travailler sur la manière de déposer la poudre, et essayer d'être le plus robuste, le plus sur la méthode utilisée pour la déposition. Donc voilà pour les questions de quantité, vous avez vu un petit peu les enjeux, les défis. Et maintenant pour la qualité, donc la fabrication telle qu'elle, hein, additive, mène à un état de surface tel qu'indiqué sur le haut de la photo. Donc ça paraît un petit peu granuleux, hein, avec le zoom tel que réalisé ici. Pour donner des chiffres, on est sur de l'ordre de 6 micromètres en termes de rugosité. Mais ensuite, c'est pas grave, on peut aller sur des phases de finition, hein, donc de post-processing, avec différentes techniques. Ici, en voilà 3 qui ont été utilisées et comparées, et celle qui a été retenue, c'est celle par électrolyse, électrolytique, plasma polishing, qui a permis de réduire la rugosité. Donc déjà visuellement, bah, vous voyez que ça n'a aucun rapport. Et pour donner des chiffres, par un facteur 3, on était sur du 6 micromètres, on est maintenant pratiquement sur du 2 micromètres de rugosité. Donc l'état de surface a été largement amélioré. Après, on peut toujours essayer de faire mieux, il faut même faire mieux, parce que notamment voilà, pour Audemars Piguet, qui est une marque de produits donc, de luxe, avec des standards qui sont très élevés, eh bien, il y a besoin aussi d'aller plus loin dans cette direction-là. Pour terminer sur la partie fabrication, j'aimerais montrer une slide supplémentaire sur une des méthodes ici de finition qui n'a pas été montrée dans le graphe, c'est celle par attaque chimique. Si je veux vous montrer ça, c'est parce que c'est intéressant pour comprendre un petit peu eh bien, l'ampleur des difficultés ou du moins le nombre de choses à maîtriser pour réussir à avoir un procédé fiable et robuste. Ici, sur l'attaque chimique ou chemical etching, a été utilisée cette équation chimique ici présente. Ce que vous voyez sur cette photo, c'est différents zooms, 1 mm, 330 micromètres, etc. On va se concentrer sur le 330 micromètres et on va regarder ce qui se passe avec eh bien, la conduite de cette équation chimique. On commence avec l'état initial, relativement ici granuleux. On laisse l'équation chimique se réaliser pendant 3 secondes. Les petites billes sont de plus petit diamètre. Après 10 secondes, les petites billes ont pratiquement disparu, mais on n'est pas quand même sur un état de surface parfait. 30 secondes, c'est un petit peu mieux. Et puis 100 secondes, on se rend compte qu'en fait, on a créé des trous à l'intérieur de notre pièce. Donc, c'est pas idéal. Là, on est allé trop loin. Donc c'est très souvent ce qui se passe sur ces phénomènes un petit peu de finition. Il faut essayer de trouver le juste milieu. Donc c'est difficile en termes de temporalité, surtout que ces équations-là chimiques, ces réactions chimiques, pardon, plus elles se déroulent, plus elles créent de la chaleur, plus elles créent de la chaleur, plus elles vont vite. Donc c'est difficile en termes de réaction chimique d'avoir de bien contrôler le temps requis pour l'état de surface. En plus, il y a d'autres complexités. Ici, on va générer du dihydrogène. L'idée, c'est pas de faire tourner des véhicules derrière. C'est le problème, c'est que c'est quand même quelque chose qui est explosif. Donc, il faut aussi quand même bien le contrôler. On peut travailler sur d'autres atmosphères aussi pour essayer d'avoir quelque chose qui est peut-être plus stable ou mieux contrôlé, mais ça peut aussi générer des gaz qui peuvent être nocifs, dangereux pour la santé. Donc tout ce que vous voyez dans cette partie de fabrication, il y a besoin d'avoir un vrai savoir-faire, et c'est là où Inspire et Alexandre Schaab ont pu vraiment accompagner le projet dans toutes ces dimensions-là. Donc voilà pour la partie fabrication. Maintenant, je vais passer sur la partie conception et simulation. Donc pour la partie conception a été utilisé l'outil d'optimisation topologique. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous présenter ça avec les photos ici sur la droite. L'idée, c'est que ce soit le logiciel ANSYS qui vous donne la géométrie qui vous intéresse, la géométrie finale. Donc, vous donnez à ANSYS une géométrie de base qui est brute, plus grande, plus conséquente que ce dont vous n'ayez besoin, et vous lui donnez un cahier des charges. Vous lui dites, j'ai besoin que ma pièce résiste à tel cas de charge, par exemple une chute de la montre. Donc la montre va peut-être voir une accélération par exemple de 5000 G, et il ne faut pas que la pièce casse sous 5000 G.
Donc il va falloir maximiser sa rigidité, mais à l'inverse, on est content si on a le moins de matériaux possible, parce que ça fait des composants qui sont plus légers. Si ce sont des matières qui coûtent cher, on va avoir bien une réduction du prix de fabrication aussi. Donc tout le monde y gagne, et l'utilisateur et le concepteur. Et donc cet outil d'optimisation topologique va vous délivrer une géométrie finale qui remplit ce critère de maximisation de rigidité et de minimisation de la masse. Ici, on avait demandé de réduire la masse de 75%, de 75%, et c'est ça qu'on a obtenu ici. On avait demandé aussi de ne pas toucher aux surfaces fonctionnelles, c'est quelque chose qu'on peut faire dans l'outil d'optimisation topologique. Et dans tout ce qui est fonctionnel, les points de fixation, les points d'ancrage pour le palier, pour les parties rotatives, le balancier, n'ont pas été modifiés, uniquement le contour est modifié. Donc c'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en place, un bloc statique ou un certain nombre de blocs statiques selon le nombre de cas de charge à considérer, et ensuite on le lie à l'optimisation topologique. Ce qui a été intéressant pendant cette étude-là, c'est de voir un petit peu ce que ça a apporté, ce qu'on a pu apprendre avec ça. On a pu déjà se rendre compte que pour la partie fabrication additive, il fallait éviter de se retrouver avec des cavités à l'intérieur des pièces. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait avoir, c'est des pièces qui sont parfaitement extrudables, sinon c'est très complexe à réaliser par fabrication additive. Et bien ça, dans la partie optimisation topologique, il y a une option à activer qui s'appelle Pull Out Option. Et puis à partir du moment où on clique dessus, on l'accepte, eh bien on va avoir des géométries extrudables comme résultat. Donc ça, c'était très bien de voir que c'était adapté aux besoins de la fabrication additive. Autre chose qu'on a pu voir aussi, c'était que si à partir du moment où on commence à mettre en place des symétries, ou si on rajoute aussi des cas de charge qui ne sont pas forcément techniques, mais qui sont complètement artificiels, des forces supplémentaires, eh bien on peut se retrouver sur une géométrie finale qui est différente et qui peut paraître plus propre ou plus jolie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement cet outil d'optimisation topologique, c'est pas uniquement un outil qui est ultra rationnel pour des cas de charge, pour de la maximisation de la rigidité, etc., mais c'est aussi un générateur de design, un générateur de concept. Et donc ça va stimuler, on va dire, l'inventivité au niveau des géométries et se retrouver sur des géométries entre guillemets jamais vues, jamais essayées jusqu'à présent. Donc c'est une source d'inspiration, voilà, on peut dire ça comme ça. Donc c'est aussi comme ça qu'a été utilisé ce module. Ensuite, puis je vais me dépêcher, puis je regarde un petit peu le temps aussi. Le deuxième outil qui a été utilisé dans le cadre d'ANSYS s'appelle ANSYS Additive Print, donc qui permet de réaliser la simulation du procédé de fabrication. Parce que c'est bien, on a obtenu notre géométrie, telle qu'indiquée ici, mais maintenant il faut la fabriquer. Et puis l'étape entre l'obtention de la géométrie et la fabrication, eh bien c'est de simuler le procédé de fabrication, de telle sorte à anticiper plein de problèmes qu'on pourrait rencontrer pendant la fabrication, notamment des problèmes qui viendraient des champs thermiques. À partir du moment où on va fabriquer par fabrication additive, on va avoir des déformations thermiques qui vont se passer, et donc la géométrie finale n'aura pas la même tête que ce que l'on souhaitait avoir. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en utilisant le logiciel, on a pu, à cette échelle-là, reproduire ces problématiques. Donc le logiciel est aussi valide à cette échelle microtechnique. S'il faut mettre un petit bémol, ça serait que si on veut être extrêmement précis, bien considérer toutes les déformations mécaniques et thermiques lors du processus de fabrication, les temps de calcul sont relativement longs, il faut compter sur de l'ordre de la journée de calcul pour avoir quelque chose d'extrêmement précis. Voilà. Alors que précédemment, on était sur de l'ordre de peut-être de la dizaine de minutes avec l'optimisation topologique. Donc là, c'est ce que vous voyez, là où est-ce qu'on a du chaud, du froid, et puis on peut se douter d'avoir des concentrations de contraintes pour avoir les contraintes au niveau des supports, etc. Éviter que les supports ne lâchent, etc. Et comme ça, on optimise le processus de fabrication. Et ensuite, la pièce obtenue est conforme aux attentes. Donc pour le résumé du travail, Audemars Piguet disposait déjà d'un pont balancier, et puis l'idée c'est de le reproduire. Donc on est parti d'un brut beaucoup plus conséquent. Optimisation topologique pour avoir une géométrie qui provient d'un 6 dans lequel on a minimisé la masse, maximisé la rigidité. On retravaille un petit peu la géométrie pour avoir des angles un petit peu plus arrondis, quelque chose d'un petit peu plus joli, ou à la rigueur quelque chose qui est un petit peu plus facile à produire. On simule la fabrication pour anticiper tous les problèmes que l'on pourrait avoir pendant la phase de fabrication elle-même. Et ensuite, la géométrie, la pièce finale, que je ne peux pas montrer ici pour des raisons de confidentialité, mais qui a été obtenue après coup. Donc ce procédé de fabrication additive digitale a été mis en place de A à Z. Dans les conclusions, est-ce qu'on peut fabriquer pour l'échelle
microtechnique à fabrication additive, oui. Est-ce qu'il reste encore des défis à relever? Bien, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, parce que ça donne du travail intéressant aussi. Oui, il y a des choses à faire. Améliorer l'état de surface pour arriver au niveau des attentes d'entreprises comme Audemars Piguet. Ici, ce dont je n'ai pas encore évoqué, c'est quand on veut ressortir la pièce, il faut la découper hein, pour la sortir, la décoller des supports. Puis l'outil de coupe, il est très grand par rapport à la pièce en elle-même. Donc il y a aussi des choses à améliorer, peut-être passer sur d'autres types de fabrication additive qui ne sont pas le selective laser melting, où on n'aurait pas besoin de découper la pièce. Mais sinon, malgré ça, voilà, on a les outils de simulation qui sont là pour supporter, accompagner la fabrication additive. Tout d'abord en concevant autrement, topology optimization, et aussi sur la simulation du procédé de fabrication. Et peut-être le dernier point, et je finis sur ça, quand je parlais avec tous les membres, tous les participants du projet, donc, ils m'ont tous dit la même chose, qu'ils étaient très contents d'avoir participé à ce projet-là, et que c'était vraiment clé d'avoir des entreprises avec des savoir-faire complémentaires pour réussir à mener au bout des projets de cette complexité-là. Puis si vous avez besoin de plus d'informations, déjà il y a la partie questions maintenant, et puis vous pourrez aussi contacter directement Alexandre Staub, qui va aussi monter en pôle chez HE Arc à la fin de son doctorat, qui réalise maintenant chez Inspire, un pôle en fabrication additive et qui pourra du coup vous proposer encore plein d'autres choses. Voilà, merci à vous tous. Merci Bernard pour cette excellente présentation. Je crois que le message est bien passé. Les résultats de ce projet hein, qui a duré, je crois, 12 ou 18 mois, hein, c'était quand même conséquent. Je pense qu'on a bien été amenés dans cette présentation. Je crois qu'on est un peu court avec le temps. Je vais peut-être juste prendre deux questions. C'est au sujet des types d'impression. Est-ce que ce qui a été fait là peut s'appliquer à tous les types d'impression? Ouais, c'est une bonne question. Alors, il y a deux réponses que je peux apporter ici. Alors, effectivement, il y a plusieurs types de fabrication additive hein, qui existent. Dans ce qui a été présenté ici, il y a une partie qui est indépendante du procédé de fabrication, c'est celle de l'optimisation topologique. C'est-à-dire que l'outil d'optimisation topologique, on peut l'utiliser pour n'importe quel type de fabrication, aussi pour du conventionnel. Hein, si on fait que ce soit pour l'horlogerie ou à n'importe quelle autre échelle, ça va nous permettre d'obtenir eh bien ces designs différents, de minimiser la masse, etc. Donc ça, c'est vraiment découplé du processus de fabrication. Après, concernant l'outil Additive Print que j'ai montré, effectivement, à l'heure actuelle, il est disponible uniquement pour les types de fabrication additive qui concernent le Powder Bed Fusion, dont fait partie donc le SLM, Selective Laser Melting. Mais il y a des améliorations qui sont prévues là-dessus, c'est-à-dire que Ansys regarde vraiment tous les nouveaux développements dans ce domaine et a déjà lancé des travaux pour couvrir dans le futur d'autres méthodes. Dans les autres méthodes, je peux citer le binder jetting, le DED et le FDM. Donc le DED, c'est le Directed Energy Deposition et le FDM, c'est le Fused Deposition Modeling. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours et qui arriveront. D'accord. Alors, en 30 secondes, hein, il y a pas mal de questions, mais je pense Ok. qu'il faut que tu te limites à une réponse extrêmement brève. Est-ce que la pièce représentée est-elle produite en série? À l'heure actuelle ou pas, là je vois pas trop la question. Disons que l'idée ici, c'est que effectivement la pièce qui est ici présentée, elle va être produite en série par l'horloger à l'heure actuelle. Maintenant, l'idée c'était plus de montrer la capacité de faire ça en fabrication additive. Donc là, ce qui a été fait dans ce que j'ai montré, non, il n'y a pas eu 1000 pièces qui ont été fabriquées d'un coup. Oui, oui. Dernière question. Y a-t-il une relation entre l'optimisation topologique et l'optimisation de l'état de surface? Non, ça c'est décorrélé là-dessus. En termes d'optimisation d'état de surface, ça va vraiment être sur
les différents paramètres, la puissance, l'énergie, le type de poudre, la taille des couches qu'on va utiliser pendant la fabrication et la partie post-processing, donc finition. Donc c'est par exemple ce que j'ai montré avec les attaques chimiques ou ce que j'ai montré avec les autres méthodes. Donc c'est plutôt ça qui va permettre d'arriver à une qualité de surface assez grande. Et puis la partie optimisation topologique, elle va impacter d'une manière bien moins grande l'état final. Après, forcément, si on a une optimisation topologique qui nous mène à des géométries extrêmement fines ou à des géométries qui sont beaucoup plus massives, eh bien, ça sera plus ou moins aisé d'avoir un état final plus ou moins propre, mais on va dire que le lien est plus indirect.